Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bonjour à tous, moi je suis super contente de vous retrouver. Décembre, il y a eu d'autres interviews et ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro. Et je suis d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui j'interviewe une personne que je connais depuis très longtemps. On s'était perdu de vue et je crois qu'en la retrouvant, j'ai senti que c'était quelqu'un qui méritait largement de passer sur ces ondes. Leslie, salut. Salut. Je vais te laisser, je vais pas en dire plus te concernant parce que je préfère que ce soit toi qui te présentes à ta façon, avec tes mots. Je pars du principe que tu bégayes, qu'on ait un fou rire ou pas. Je ne couperai pas au montage parce que dans la vie, quand on fait une petite bourde, on n'a pas toujours un petit bouton pour revenir en arrière. On est comme on est. On est fiers d'être deux femmes. On est super contents de passer ce moment ensemble. C'est clair. Donc, je te laisse te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Voilà. Alors, je m'appelle Leslie, je suis parisienne et je suis musicienne. Je joue du piano essentiellement, je chante, je joue d'autres instruments qui découlent du piano, l'accordéon, la flûte, divers instruments. Et je suis aussi auteur-compositeur. J'écris, je compose des chansons ou des musiques. Et je suis aussi intervenante, soit en tant que prof de piano, soit en tant que forme de coaching pour des artistes pour qu'ils soient plus à l'aise au clavier quand ils veulent jouer des claviers ou du piano en général. Voilà. Comment on fait parce que tu as 35 ans. Pas encore. Non, j'ai 34. On a vraiment le même âge. Donc, tu as bientôt 35 ans, parce que c'est très important, ce passage à ce numéro 5. Tu as 34 ans. Comment on fait et quel parcours on a, quel parcours on mène pour être en fait une musicienne avec autant de cordes à son arc? Quel est ton parcours? Alors déjà, je vais répondre à ta première question. C'est comment on fait pour faire ça? Et je crois que t'as pas une recette. C'est ça qui est assez étonnant. Hier, je suis allée voir un spectacle d'une nana qui a 35 ans, qui vient de la musique plutôt dite classique, donc plutôt Debussy, Bach, etc., et qui est devenue accompagnatrice d'artistes sur scène, et qui a ensuite choisi un pseudo et qui a composé des chansons et qui a sorti des albums sous son nom d'artiste. C'est à peu près le même parcours que moi. Je viens du classique, j'ai accompagné des artistes et j'ai sorti des EP sous un nom d'artiste que je me suis trouvée. Et cette nana, le spectacle hier commence, elle raconte comment elle n'est pas rentrée au conservatoire, elle. Pourquoi cette fille de 8 ans a été recalée du conservatoire? Pourquoi moi j'ai été acceptée au conservatoire? Finalement, on ne sait pas, mais nos destinées sont quasiment les mêmes. On a eu pratiquement le même parcours, des cours très académiques de musique classique, et ensuite on fait notre route, elle accompagne des gens, moi aussi, elle sort son album, moi aussi. Donc ça, Hier, je me suis pris une bonne claque de me rendre compte aussi que le parcours peut dépendre aussi d'un événement
elle, en tout cas, le recalage au conservatoire a dicté vachement de choses, l'a guidée. Vraiment, ce refus a été très cuisant pour elle et a vachement guidé son parcours. Et moi, au contraire, donc, pour recentrer sur mon expérience, moi, j'ai été poussée par mon papa à être musicienne, donc j'ai eu beaucoup de chance. Euh, voilà, mon papa voulait que je fasse Ton papa de est la musicien musique. ou pas? Non. Ok. Non, lui, il voulait faire beaucoup de musique. Il a plutôt été bridé quand il était petit. On l'a pas vraiment encouragé à être musicien. Et quand il m'a eu, il était régisseur de spectacle. Donc, et ma mère bossait à la radio. Donc, ils rencontraient beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens qui remercient beaucoup leurs parents de les avoir poussés. Je pense que ça les a vachement marqués d'entendre ces gens dans leur boulot qui remercient. Donc, ils se sont dit, allez, on va la pousser. Et pas à demi, quoi. Vraiment, ça a été... mon père a consacré une grosse partie de sa vie à s'impliquer dans mon éducation musicale pour faire en sorte que je sois entourée par ça pour, dit-il, que j'ai une passion dans la vie. Mais une passion que je n'avais pas choisie. Ouais. C'est lui qui l'a choisie. À quel âge, parce que je me souviens déjà au collège, tu parlais de tes cours de piano, donc à quel âge tu as commencé? Tu as commencé par le piano. Bah non, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu peux difficilement commencer par le piano. En fait, tu dois commencer par du solfège ou de l'éveil musical. C'est compliqué d'arriver au conservatoire et de dire je veux faire du piano. Pas de problème, voilà un piano, mets tes mains dessus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu as souvent 1 an, 2 ans, parfois 3 ans d'éveil musical où tu dois tester plusieurs instruments afin de savoir si vraiment tu veux faire du piano. Donc, moi, j'ai commencé l'éveil musical à 3 ans et j'ai dû commencer le piano à 6 ans. Non, peut-être j'ai l'éveil musical, j'ai dû commencer à 4 ans et les cours d'instrument à 6 ans. Donc, j'ai commencé à l'école de musique de Houille, là où j'ai grandi comme toi. C'est là où on s'est rencontrés, au collège. Et ensuite, ça a été le parcours du combattant pour que j'arrête pas la musique, en fait. Non, mais parce que je me souviens au collège, on a 2 heures de musique dans la semaine. Donc, ça veut dire que... en gros, quand on termine entre 15h30 et 16h30, c'est pas avec les 2 heures de musique par semaine que tu pouvais progresser. Donc, combien de cours en dehors du collège tu prenais, en fait? En fait, je prenais pas énormément de cours. En fait, c'est un peu comme toutes les disciplines artistiques. Tu as 1 heure d'instrument. Voilà, tu as ton cours d'instrument. Ensuite, tu as un cours de... Parfois, tu as de la chorale ou du solfège. Donc, en gros, ça te prend... C'est souvent le mercredi après-midi. Tu vas avoir 1 heure d'instrument, 1 heure de chorale. Et puis, peut-être, le vendredi, tu vas avoir 1 heure de solfège. Donc, tu vois, c'est pas si contraignant que ça. Mais par contre, je travaille mon piano tous les jours à la maison. Tous les jours, au moins 3/4 d'heure, 1 heure, quotidiennement. Mais quotidiennement. Et ça, c'est le truc qui a tout changé, quoi. Et c'est vrai que c'est une discipline que s'était mise mon père, dont il s'est jamais détourné. Je l'ai toujours entendu dire, quand ma mère lui disait quand même, Dominique, t'es un peu dur avec elle, tous les jours, on pourrait lâcher un peu. Il disait, si elle lâche une fois, un jour, elle lâchera 2 jours, ensuite, elle lâchera pendant les vacances, et ensuite, elle va lâcher, la bobine de fil va nous échapper. Et je crois que le point sensible, il est là, en fait. C'était dans cette pratique quotidienne. Et est-ce que tu as réussi, parce que du coup, on entend bien l'implication, la passion qu'a essayé de te transmettre ton papa. Est-ce que justement, donc toi, tu t'en es beaucoup imprégné? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, merde, c'est pas ma passion? Ou est-ce que tu t'es au contraire découvert une passion au fur et à mesure des années? Bah, je suis en plein dedans, en fait. Je suis en pleine thérapie pour ça. Ok. En me disant, je suis vraiment emmerdée d'un truc, en rigolant. Hein. J'ai un sourire en disant ça parce que j'ai bien conscience que c'est un faux problème. Je n'ai pas choisi ma voie, mais j'aime bien ma vie. Comment savoir finalement qui je suis? Parce que c'est sacrément sympa d'être musicien. C'est une vie vraiment sympa. Enfin, moi, j'apprécie ce que je fais et c'est vrai que j'ai pas du tout envie de changer de cap, mais j'ai pas forcément choisi ce que je fais. Alors, du coup, c'est assez déstabilisant.
trouve. Moi, j'ai eu de la chance. Alors, je crois que c'est pas. Alors, c'est pas de la chance. Je me souviendrai et je crois que je m'en souviens encore très très bien aujourd'hui. Le jour où je t'ai vu sur scène, on était à Saint-Malo. T'étais en tournée. T'étais en tournée avec Baxter Dury. J'ai passé l'après-midi, une partie de la journée avec toi, et je t'ai vu sur scène. Et en fait, ça a été un mélange de fierté, d'émotion, et limite, j'avais un smile dans la salle de concert en disant « Ouais, c'est ma copine !» Et vraiment, je t'ai découvert sur scène, et je me suis toujours demandé, en fait, c'est quoi la vie d'une femme en tournée ? En fait, quand tu lis certains témoignages, c'est hyper glamour, il y a une super ambiance, etc. Mais finalement, c'est quoi le quotidien ? Combien de temps tu pars ? Est-ce que vous vous entraînez la journée ? C'est quoi le rythme ? C'est quoi la vie en tournée, en fait ? Alors, je vais te faire une journée type d'un musicien en tournée, de base. Ça se ressemble, hein, même si tu fais la tournée d'un artiste qui sort un premier album, voilà, qui a une petite tournée, petite salle, ou que tu fasses un gros artiste avec une grosse salle de type Zénith, finalement, la routine va être à peu près la même. Tu as rendez-vous. Bon, alors on est sur une musicienne basée à Paris, donc je vais te faire un exemple type. Tu as rendez-vous soit à Porte de Bagnolet. Tu as un rendez-vous avec un camion, quoi, avec des gens dedans, des musiciens, un régisseur et un ingé son et un éclairagiste souvent, et puis 2-3 musiciens pour aller à la date de concert ou alors à la gare si tu vas en train. Une fois que tu arrives sur place, généralement, tu poses tes instruments sur la scène et puis tu vas manger. Tu vas déjeuner parce que tu as fait de la route. Tu fais beaucoup de route, globalement. C'est le truc que tu fais le plus, c'est de la route. Donc, tu poses tes affaires et tu vas manger. Après avoir mangé, tu fais tes balances. Donc, les balances, c'est le moment où tu règles le son. Tu branches ton instrument, tu vérifies que ça fonctionne. Tu fais, voilà, l'ingé son arrive, il commence à mettre une chanson pour voir comment sonne la salle. Il a ses habitudes, lui aussi, mais il fait ses tests. Et puis après, dès qu'il est prêt, dès que les instruments sont patchés, sont branchés, on fait une balance, voilà, pour tester comment ça sonne. Il faut faire attention que la balance ne soit pas plus longue que le concert. Ça, voilà. C'est souvent l'artiste qui est à la tête de ça et qui parfois se perd un peu dans sa balance. Donc j'ai attention à gérer les énergies. Et puis une fois que la balance est terminée, on termine souvent par le premier morceau qu'on va jouer, parce que voilà, comme ça on sait où on va. Et alors après il y a plusieurs équipes, quoi. Là il y a ceux qui vont faire une balade pour découvrir l'endroit où ils sont, qui vont à la rencontre des gens, qui vont à la rencontre des paysages, qui vont à la rencontre des traditions, de la culture locale, du lieu, qui vont aller s'enrichir. Il y a le musicien qui va demander le code Wi-Fi dans la loge et qui va passer ses 3-4 heures de battement entre Candy Crush, WhatsApp et Instagram et qui va... Voilà. Ouais, il sort pas, quoi. Non. T'as le geekos qui bosse son instrument dans la loge. Voilà. Donc ça, c'est rigolo aussi. C'est le mec qui va avoir pris, en plus de ça, une petite pédale d'effet qu'il a jamais testée et qui va pouvoir... Alors lui, c'est carrément... le geekos. Et puis voilà, quoi. Donc, tu as différents types de musiciens. Puis après, souvent, tu dînes, pas trop tard. Et puis, tu joues autour de 20h, 20h30. Et tu finis de jouer. Et quand tu finis de jouer, tu espères souvent passer un moment sympa. Parce que c'est aussi pour ça que tu fais ce métier. Et parfois, tu es content. Puis parfois, tu es déçu. Parfois, tu es à Clermont-Ferrand un mardi soir, novembre. Et il n'y a rien d'ouvert. Et tu vas te coucher. Et parfois, t'es à Clermont-Ferrand un vendredi soir parce que je vais pas faire de... Attention, parce qu'il y a beaucoup de Clermontois qui écoutent C'est pour ça que tu vois, je veux pas diviser. Je te parle de 2 fois à Clermont-Ferrand qui peuvent une fois pas très bien se passer et une fois très bien se passer. Et une fois, il va y avoir un mariage dans la salle d'à côté. Et il va y avoir un des invités qui va fumer une clope. Tu vas sortir et vous allez être invité au mariage et tu vas finir par faire une chenille dans un mariage de gens que tu connais pas à 3h du mat. Et tu vas... Voilà. Ça m'est vraiment arrivé une fois à un concert. On a fini à faire une chenille à 3h du mat, invité par un mariage en face. Voilà.
Est-ce que en tournée, si on reste un petit peu encore dans le monde de la tournée, est-ce que tu as un souvenir, tu peux prendre la question sous différents angles. Est-ce que tu as ressenti à un moment particulier une fierté en tant que femme, interprète, musicienne? Ou est-ce que il y a eu un moment où, au contraire, tu as kiffé, tu as ri, il y avait une ambiance, une osmose avec le public? Est-ce que tu gardes comme ça un ou deux souvenirs vraiment hyper forts dans tes tournées? Ouais, je peux te donner 2 exemples. J'ai un exemple parce qu'en fait, quand j'accompagne des artistes, j'ai pas du tout la même responsabilité, la même émotion, le même engagement que quand je chante mes chansons que j'ai écrites, que j'ai composées devant des gens. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc je te donne un exemple dans les deux. Je pense que la première fois que j'ai chanté des chansons que j'avais écrites devant des gens, en première partie surtout, donc des gens qui viennent pas t'écouter toi, c'est en première partie de Jean-Louis Murat, et ils n'étaient pas venus me voir, quoi, du tout. Donc, et puis j'avais même pas de CD, j'avais rien enregistré, donc j'avais 6 chansons, et j'ai fait mes 6 chansons comme ça, quoi, vraiment piano-voix. Et là, quand on m'a applaudi, que j'ai entendu vraiment un silence derrière, d'écoute, de bienveillance, je me suis dit, oh là là, c'est maxi puissant, ça, quand même. C'était très, très fort, quoi. C'est très fort de ramener tes propres chansons à un public qui n'est pas du tout venu découvrir ça, ouais. D'arriver à les capter, et ensuite, tu te retrouves, tu es au milieu du public de Jean-Louis Murat, et tu te dis, putain, j'ai fait ça quand même. Enfin, c'est super, quoi. Ouais, puis je pense qu'on a tous vécu des premières parties où, à certaines premières parties, on est dans le public, on se regarde en se disant, c'est quoi ce truc? Et on se sent quand même super seul au monde pour l'artiste qui est sur scène. Et effectivement, comme on ne l'a pas choisi, moi j'adore découvrir. Donc j'adore découvrir de nouveaux chanteurs, etc. Mais c'est vrai que tu peux vivre des moments de solitude pendant C'est très les premières difficile, parties. la première partie. Ouais, c'est ouais, vraiment l'exercice. C'est autant un cadeau finalement qu'un petit passage. En fait, ouais, je sais pas comment le dire, mais c'est... Et puis il faut savoir, en plus, quand t'es dans le métier, c'est-à-dire que quand t'accompagnes déjà des artistes, et que du coup tu connais ce que c'est qu'une première partie, parce qu'il y a souvent des premières parties qui accompagnent les artistes avec qui tu joues, avec qui je jouais à l'époque. Tu sais qu'une première partie, c'est parfois pas désiré par l'artiste. Tu vois, c'est parfois super ingrat. Parfois, une première partie, on décide de mettre une première partie pour faire marcher un bar, en fait. Ah Tout simplement. ouais. Bah ouais, c'est rentable. Parce que du coup, il y a une première partie. Du coup, la salle peut ouvrir plus tôt, faire marcher le bar, tout ça. Tout ça, c'est des trucs tu vois, de coulisses, quoi, qui font que, du coup, quand toi, t'es en train de chanter tes chansons en première partie, tu sais que potentiellement, t'es pas non plus forcément le bienvenu auprès de l'artiste, etc. Ça peut être compliqué, quoi. Alors moi, j'ai toujours cru que les premières parties étaient choisies par l'artiste. Ah non, pas du tout. Ah bon? Ok. Ça peut, et ça arrive souvent, mais ça peut que pas du tout. Ah alors, oui, mais non. Alors du coup, qui choisit les premières parties quand c'est pas l'artiste? Ça peut être un artiste local, donc la salle, mais je pense que l'artiste a le droit de dire non. Ouais. Ça, c'est sympa, c'est pour valoriser l'artiste local, je trouve ça hyper chouette. Ça peut être du copinage. Moi, par exemple, j'étais copine avec un programmateur du théâtre de Saumur, et je me suis retrouvée à faire la première partie de Yves Jamais. Voilà, il allait passer dans le coin, il m'a dit, ton répertoire se marie bien avec ce qu'il fait. Il lui a demandé, Yves Jamais a été d'accord. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc là, pour le coup, c'était du réseau. Et puis, ça peut être aussi un artiste de la même maison de disques. Voilà. Et ça peut être aussi un artiste choisi par l'artiste, mais c'est pas Okay. le plus fréquent. Tu parlais tout à l'heure... Je t'ai pas donné le deuxième exemple. Ouais, bien sûr. C'était ça le deuxième exemple. L'exemple, donc ça, la notion. Tu parlais de la notion de fierté aussi, parce que c'est vrai que ce truc-là de se dire, putain, j'ai quand même écrit mes chansons, je les chante, ça c'était chouette.
Et un autre, mais par contre, pas du tout de la fierté. C'était pas du tout du domaine de la fierté, mais plutôt de l'énorme délire ultime. Et où là, je me suis dit, putain, je suis contente. Je suis contente de pouvoir faire de la musique et de pouvoir vivre un truc comme ça. Bah, c'était justement pas longtemps après qu'on se soit vu à Saint-Malo, on a fait les premières parties de Noël Gallagher avec Baxter Dury. Non, c'est énorme. Donc déjà, c'est juste du délire, parce que Oasis, nous, on avait quoi? Enfin, on était ados, Ouais. c'était le plus fou, quoi. Ah ouais. Donc là, moi, déjà, tu me dis, tu vas voir Oasis en concert, c'est un délire. Ouais. Mais tu vas faire les premières parties, 20 premières parties de Noël Gallagher. Donc 20 fois dans l'intimité d'un concert de Noël Gallagher. Quand tu étais dans la Baxter. tournée d'avec Baxter, Ouais. ok. Et du coup, se retrouver dans cette énorme machine. Donc c'était des stades, que des stades. Et donc le souvenir le plus ouf. Donc on ouvrait, on jouait une demi-heure avant. Donc les Anglais, donc on a fait Irlande, Angleterre, Écosse, devant des gens fous furieux que Baxter Dury ouvre pour Noël Gallagher, parce qu'évidemment pas du tout le même style. Beaucoup plus... Attends, fou furieux dans quel sens? Ah, mais... Hargneux. Vraiment, ah ouais, hyper hargneux. À nous faire des doigts d'honneur. C'était haineux. Et du coup, c'était génial, parce que pour moi, c'était complètement exotique. Tu vois? Enfin, déjà, quand tu fais une première partie, t'es pas forcément impliqué, parce que tu sais que la personne n'est pas venue te voir. Donc, si elle t'insulte, c'est pas forcément ton problème. Mais qu'en plus de ça, quand tu accompagnes au clavier la première partie, t'es encore moins impliqué. Donc moi, je me tapais des fous rires en voyant des mecs qui voulaient ma mort, quoi. Tu vois, parce que la seule chose qu'ils voulaient, non mais tu vois, ils avaient presque le nom d'Oasis tatoué sur le front, quoi. Et tellement ils étaient à donf. Et ils voulaient pas du tout de cette première partie d'un mec qui parle à moitié, qui boit du vin sur scène. Et mais au secours, remboursé, quoi. Et on a joué à Manchester, donc la ville d'origine de Noël et Liam Gallagher. Et là, c'était fou, parce il y a une fête après le concert. Nous, on a joué, on a assisté un peu du concert de Noël, et ensuite on est allé poser nos affaires à l'hôtel, et on est retourné à la salle pour pouvoir faire la fête. Et entre-temps, quand on est retourné sur les lieux, j'ai cru, je te dis comme je le pense, j'ai cru qu'il y a eu un attentat, en fait. Il y avait eu un attentat. J'ai une scène de chaos. Des gens pleuraient dans la rue, hurlaient, torse nu, s'embrassaient. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fusillade, tu sais, un mec en bagnole qui arrivait, qui a planté des gens. On est parti 45 minutes. Ça se trouve, tu vois, des gens ont perdu les leurs. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'étais tétanisée. Et en fait, mes acolytes, heureux, quoi. Mais ils avaient juste vu un concert de Noël Gallagher et ils étaient dans un état de second, parce que déjà, ils ont bu 45 litres de bière. Ils ont pris des trucs, tu vois, et ils sont galvanisés. Et des scènes de chaos dans la ville, des mecs torse nus au milieu de la route, des énormes routes, quoi, qui sont... trop du mal à s'imaginer, quoi. Et du coup, tu es là, mais putain. Et tu vois, c'est assez exotique. Effectivement, là, mon job m'a emmené très très loin, là. C'était hyper cool d'assister à ça. En tant que Française, en plus, parce que je sentais que les Anglais avaient l'habitude. Pour eux, c'était... Est-ce que tu dirais que l'ambiance des concerts en Angleterre, parce qu'on les connaît un peu chaud quand même, public très très chaud, est-ce que l'ambiance d'un concert en Angleterre, à Manchester, etc., est vraiment différente d'une ambiance à la française, d'un concert? Ouais, on est sage, en fait. Ouais. Bah, on se prend, c'est pas vraiment sage, parce que je trouve, c'est surtout qu'on se prend très au sérieux et on joue beaucoup le jeu des apparences, d'ailleurs qu'on joue souvent tout seul. Enfin, tu vois, le nombre, on en parlait tout à l'heure, le nombre de fois que tu te maquilles avant d'aller à un concert ou machin, tu te dis mais finalement qui s'en fout. Ça puis de toute façon tu transpires tellement que de toute façon ça dégouline. Ouais, c'est sûr. Enfin, on se prend vachement au sérieux, et les musiciens, c'est vrai aussi, quoi. Enfin, globalement, ça se regarde un peu trop, et il y a plus de décontraction. Il y a plus de décontraction en Angleterre, et puis il y a j'ai trouvé que c'était, par exemple, un truc, moi, qui m'a vachement marqué, dans les festivals en Angleterre, on fait la balance au moment où on joue le premier morceau. Ok. On fait pas la balance, c'est-à-dire que l'artiste ne se montre pas, ni ses musiciens. Avant, bah non. Mais c'est super quand il réfléchit. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Quand tu vas voir Patti Smith, tu vois, t'as pas envie de la voir faire 1, 2, 1, 2. Non, pas du tout. T'as envie qu'elle arrive. Oui, mais là, le public n'est pas là.
Ben si, en festival, c'est tout ouvert, les gens circulent, donc ils veulent pas de ça, donc ils préfèrent l'inconfort sur scène au dévoilage des choses. Alors que moi, quand j'ai fait des festivals avec des groupes français, la balance, elle dure 2 heures, et le mec, il hésite pas à chanter déjà la chanson, le tube, avant le concert, quoi, en balance. Et ça, c'est un truc, l'anglais, il ferait jamais ça, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez... Il se met en danger. Il se met en danger pour vraiment beaucoup plus kiffer avec son public. C'est plus rock'n'roll, quoi, d'une manière générale, mais pas forcément dans le fait de jouer mieux de la musique, en fait. Parce qu'au final, est-ce qu'un anglais joue mieux de la musique qu'un français ? Je suis pas sûre que ce soit autant dans le jouage de la vélocité. Je pense que c'est aussi, du coup, dans l'attitude et dans l'appréhension des choses que finalement, ça se révèle, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'une autre casquette que tu as, qui est aussi... tu composes tes propres textes. Comment Alors, 2 questions. D'où est-ce que tu tires tes inspirations ? Et est-ce que certaines... j'ai pas envie de dire chanteuses, parce que du coup, j'oriente déjà. Mais est-ce que certains artistes ont vraiment influencé ton style, parce que tu es clairement une chanteuse à texte. Moi, c'est comme ça que je te définis beaucoup. Tu écris beaucoup avec ton cœur, mais où est-ce que tu as puisé ton inspiration, et est-ce que tes inspirations, est-ce que tu as été influencée en fait par certaines figures artistiques ? Oui. J'ai été inspirée... moi, j'adore Barbara. Dans le style de texte, j'adore Moustaki, j'adore Brel, j'adore j'adore Higelin, j'adore Bachung, enfin voilà, les chanteurs à texte. Et puis j'aime bien Debussy, et puis j'aime bien Bach, et j'aime bien Chopin, mais j'aime bien aussi Gonzalez. Voilà, en vrai, les rondeurs des textes de Barbara, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc ça m'a vraiment donné une exigence textuelle qui fait que j'ai envie d'écrire souvent des textes un peu alambiqués, quoi, avec un peu un champ lexical un peu recherché. Tout ça, c'est ça qui me plaît. Et les sources d'inspiration, sinon, au quotidien... disons que le bonheur ne m'inspire pas des masses, et du coup, en ce moment, au niveau texte, écrire pour moi, c'est compliqué. C'est pour ça que j'écris plutôt pour d'autres en ce moment. Parce que je crois mais ça arrive à souvent, hein, la mélancolie est une vraie source d'inspiration. Et là, en ce moment, il faut dire ce qui est, je suis pas du tout mélancolique, quoi. Je viens d'avoir un bébé, je suis pas du tout dans cet endroit-là. Mais ça revient. Ouais. Mais du coup, voilà, je déplace le truc, j'écris plus pour d'autres, et je compose du coup plutôt que d'écrire des textes en ce moment. Je compose plus de musique. Ok. Est-ce que ça a été... est-ce que c'est difficile aujourd'hui dans ce milieu artistique, musical ? Est-ce que c'est difficile de trouver sa place en tant que femme ? Est-ce que en fait, est-ce qu'on peut partir du principe que tu as ta personnalité, ton univers, tu sais jouer plusieurs instruments, tu es chanteuse, tu es interprète, tu pars en tournée, tu composes. Est-ce que ça suffit à trouver sa place en tant que femme, ou est-ce que la réalité du terrain, elle est quand même là ? La réalité du terrain, elle est là. Mais bon, là, tu me lances sur mon sujet préféré. Il faut que je sois concise. Et parce qu'au final, la réalité du terrain, elle est là. C'est compliqué d'être une nana. Mais c'est compliqué d'être une nana tout court. Ouais. De toute façon. Peu importe, quels que soient les domaines. Voilà, il y a une forme de... Enfin, t'es une minorité, quoi. C'est compliqué. Mais moi, ce qui m'intéresse, surtout de te parler, c'est de la difficulté d'être un homme, surtout, que j'ai rencontré depuis peu de temps. Et ça, c'est un truc qui me passionne en ce moment. C'est-à-dire que je me rends compte de la force de cette injonction de virilité que les mecs ont au-dessus des épaules. Et là, en ce moment, je vis un truc vraiment passionnant. C'est-à-dire que je suis très ouverte
peut-être grâce à la maternité et puis aussi du fait que j'ai arrêté pendant 1 an et demi de tourner. Enfin, pendant 1 an, j'ai arrêté de tourner voilà, j'ai fait une pause, j'ai fait d'autres choses. Et du coup, je suis revenue là parce que je refais un spectacle, donc je cohabite avec des musiciens. Je suis la seule femme et je me rends compte de la difficulté d'être un homme et du fait que les mecs parlent souvent de matos, par exemple. Et c'est aussi souvent des injonctions de virilité. Il faut parler de matos. On est un mec, on parle de matos. Il y a vraiment des codes aussi qui sont super définis pour les mecs, qui sont presque aussi compliqués pour nous à défaire, quoi. Donc en gros, t'es un mec, tu parles pas matos, c'est compliqué? Ouais. T'as envie de parler texte, t'as envie de parler timbre de voix, t'as envie de parler style musical, c'est plus compliqué que parler... Ça peut être un peu plus compliqué, t'as une injonction à être un vrai mec, même en tournée et tout. Donc en fait, moi, c'est vraiment... j'ai rencontré ça, finalement, moi, j'éprouve moins de difficultés à faire mon métier depuis... Alors après, du coup, je te parle aussi du fait que j'ai un enfant, parce que ça a été vraiment un pivot dans le fait d'être une femme aussi, et dans le fait de me présenter en tant que telle, parce que maintenant, je me présente comme une femme musicienne, mais comme une mère femme musicienne. Et du coup, là, il y a un moment où, si j'assumais pas, là, à un moment donné, c'est soit j'y vais, soit je me casse, là. Mais parce que si j'assume pas, je peux pas, quoi. Il faut, soit je rue dans les brancards et je l'élève comme un étendard, soit je me reclus dans mon terrier et je dis ciao et je fais autre chose, tu vois. Mais du coup, j'ai rencontré cette difficulté d'être un homme et aussi d'être un papa dans ces métiers-là. Chose qu'avant, je ne réalisais pas du tout. Je pensais vraiment que les mecs avaient le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et le sourire du bamba. Ah ouais. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Donc je le sens. Tu le vois évoluer. Ouais, je le vois évoluer et je rencontre aussi la détresse masculine, en fait, partout. Aussi en tournée, la solitude. Parce que c'est difficile aussi d'être un homme en tournée. Est-ce que tu considères que c'est parce que les hommes se dévoilent un peu plus qu'avant? Est-ce qu'ils osent, j'ai presque envie de dire, enfin, dévoiler aussi cette sensibilité et le fait que, en fait, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de parler de ses sentiments, des émotions, etc. Comment tu le vois? Moi, j'ai ressenti ça, encore une fois, c'est pas pour refaire le focus sur le côté enfant, mais c'est simplement que les gens qui se sont ouverts, les propos un peu ouverts auxquels j'ai assisté, c'était souvent des gens qui sont jeunes parents. D'accord, ok. Donc jeune papa. Jeune papa, du coup jeune papa parce que vraiment je suis souvent vraiment l'unique seule fille musicienne en tournée. Donc il y a eu une expérience qui a été suffisamment forte pour que le cœur s'ouvre et qu'on en parle et que la parole se libère. Sinon, j'ai trouvé les mecs qui n'avaient pas d'enfants plutôt mutiques sur le sujet, plutôt pudiques, et puis plutôt à encaisser le truc, quoi. Voilà. Mais oui, ça bouge. Et puis surtout ça naît d'une manière très simple, c'est que l'enfant naît, le papa n'a pas la possibilité d'avoir un congé de paternité, du coup le papa a besoin de travailler. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il va justifier sa présence. Rappelons-le qu'il est complètement tenu à l'écart pendant la grossesse. On ne s'adresse qu'à la femme. On n'imagine pas le fait qu'il s'occupe de son enfant. On ne l'inclut pas ni dans les mots, ni dans les courriers, ni dans la responsabilisation des choses. Il y a encore du boulot. Hein. Donc, à un moment donné, le mec resserre autour de « bon, du coup, à quoi je sers ?» Et le pauvre, on lui permet pas autre chose. Hein. Sinon, on lui donnerait un congé paternité. Ah, ça va peut-être bouger, là, au niveau européen. Je ne sais plus dans quel pays. Les papas commencent à avoir des congés paternité, alors déjà tout court. Et je crois que c'est en Suède ou Norvège. Ils commencent à avoir 3 semaines, 1 mois. Et ça serait bien connu. Mais en Suède, ils ont 3 mois, les 3 papas, mois. Ouais. 3 mois la maman, 3 mois le papa, obligatoire. Ouais. Et 5 mois à faire comme ils veulent, à se dispatcher comme ils veulent. Énorme. Et le salaire à taux plein. Ouais, c'est énorme. Et nous, le père peut prendre 11 jours. Donc, il n'est pas obligé de les prendre. Donc, est-ce que tu imagines? Moi, je fais un gosse avec Thierry, ok? Thierry, il travaille chez Chaussettes Compagnie.
Ok, Michel, c'est son patron chez Chaussettes Compagnie. Il va dire bon, bah, Thierry, t'as eu un petit, qu'est-ce que tu fais? Tu les prends tes 11 jours ou pas? On a besoin de toi là quand même. Ça serait super que tu les prennes pas. Et bah, qu'est-ce qu'il fait, Thierry? Bah, il les prend pas, Bah, Thierry. il les prend pas. Enfin, il va dire bah, je peux prendre 3-4 jours. Ouais, ok, tu prends 3-4 jours. Tu vois, il est en porte-à-faux, quoi. Alors que si c'est obligatoire, bah, il les prend. Il les prend, c'est. Donc, tu dirais en fait que la maternité, toi, en tant qu'artiste, est-ce qu'on peut dire qu'elle t'a ouvert une nouvelle porte, une nouvelle, c'est pas une nouvelle porte. Est-ce qu'on peut dire que la maternité t'a fait prendre conscience, c'est pas d'une toute autre réalité, mais est-ce que ça... De la difficulté d'être un homme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Bah ouais, mais je sais que mon discours peut choquer. Enfin, je le sais parce que je m'en prends plein la gueule parfois quand j'ai ce discours qui est, en plus de ça, simplifié. Mais je pense sincèrement ce que je dis. Parce que de toute façon, la difficulté d'être une femme, et on le sait, mais je pense vraiment pour que les choses évoluent, il va falloir mettre la lumière sur les mecs. Les changements, il est fait pour les femmes, ça y est. Elles veulent travailler, elles veulent des enfants, elles assument de plus en plus de ne pas avoir envie de faire des enfants. La seule sphère qui ne bouge pas, c'est celle des garçons. L'éducation des enfants. L'éducation des filles bouge. Maintenant, on encourage. Moi, je vois de plus en plus de petites filles avec un skate sous le bras, encouragées par leur papa. Ça bouge. Mais les petits garçons, est-ce qu'ils fréquentent plus les cours de danse? J'ai l'impression que ça a du mal à bouger à ce niveau-là. On arrive à dire à une petite fille, rue dans les brancards, mais on a du mal à dire à un petit garçon, pleure, c'est pas grave. Ouais. C'est ça qui est, et c'est pour moi, c'est ça il faut mettre l'accent là-dessus. Voilà. Ok. Moi, j'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, je suis souvent la seule femme à travailler avec des musiciens, etc. Comment t'expliques que finalement, contrairement à ce qu'on voit à la télé, il y a quand même beaucoup de nouvelles chanteuses à chaque fois, mais dans la réalité des faits, comment t'expliques que finalement, il y ait peu de femmes? Est-ce qu'elles ne se lancent pas? Est-ce qu'elles sont au contraire beaucoup trop nombreuses et qu'elles ne percent pas? Comment t'expliques que finalement, il n'y ait pas tant de femmes que ça dans ce milieu? Alors, c'est un peu vaste parce que des femmes, il y en a, hein, des chanteuses et des chanteurs. Moi, je trouve que la femme est très représentée dans l'autrice-compositrice. Ouais, ok. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je trouve que la femme est très représentée. Mais par contre, parlons de la femme musicienne. Accompagnatrice d'un chanteur de type, moi, je sais pas, moi, Angèle, Florent Pagny, tu vois. Derrière ces chanteurs, il y a une batterie, une basse, une guitare, un clavier. C'est souvent la formule de base. Il n'y a pas beaucoup de nanas. C'est là, en fait, que ça se passe. Moi, je me retrouve souvent, parce que moi, c'est mon métier de faire des claviers je recentre un peu autour du métier de musicienne et accompagnatrice. C'est là que je suis souvent en minorité. Et oui, c'est parce que les femmes ne se lancent pas, clairement. Ouais, bien sûr. J'ai vécu, moi, dans un... On appelle ça un matriarcat. Hein. Enfin, tu vois, ma maman est plus âgée que mon papa. Mon père respectait beaucoup ma maman. Ma maman a travaillé, n'a pas allaité ses 4 enfants. Elle est retournée travailler très rapidement. Elle a fait une carrière de 45 ans à la radio. Mon père me faisait à manger, en fait. Et puis, les purées, c'était mon père qui les faisait beaucoup. Ma mère aussi pouvait les faire, mais ma mère bossait la nuit. Ma mère bossait la nuit, en fait, aussi. Le délire, quoi, tu vois. 4 enfants bossaient la nuit. Ouais. Donc, clairement, c'était un matriarcat. J'ai été poussée par mon papa pour faire de la musique, pas par maman, alors que je suis une petite fille. Donc, est-ce que j'aurais eu le même parcours si j'avais eu une autre origine éducative? Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je pense pas. Donc, clairement, j'ai eu une confiance en moi suffisante pour ruer dans les brancards et pour pouvoir y aller. Et puis, j'ai eu aussi le petit facteur chance qui fait qu'à 18 ans, on m'a proposé une tournée clé en main. C'était avec qui, ça, déjà? C'était avec Vincent Malone, le roi des papas. Un chanteur pour enfants dont j'étais fan et je connaissais toutes les chansons. Donc, voilà, c'était inespéré. Et donc,
1 an et demi plus tard, j'ai eu mon statut d'intermittent du spectacle. J'avais 19 ans. Donc ça s'est fait comme ça, quoi. Dans tes multiples activités, donc il y a les tournées, tu donnes aussi des cours de musique, des cours de piano. Tu fais aussi des ciné-concerts. Est-ce qu'il y a une activité que tu apprécies plus, ou on va dire, et je vais le dire autrement, est-ce qu'il y a une activité qui est quand même plus rémunératrice que les autres? Ma voix tremble, ma voix de précaire, musicienne. En fait, c'est pas hyper... C'est assez compliqué de faire du pognon en faisant de la musique. Pour tu vois, te répondre très franchement. Quand t'es musicien, interprète, ça roule pas sur l'or. Hein. C'est pas les concerts, c'est pas très bien payé, c'est assez compliqué de... maintenant, les droits d'auteur peuvent te ramener de l'argent. Okay. Voilà, peuvent te rapporter de l'argent. Ouais, mais alors, droit d'auteur, ça veut dire qu'il faut que tu aies créé je ne sais pas combien de CD. Non, pas je sais pas combien de CD. Il suffit que tu composes une chanson pour Angèle, par exemple, qui passe à la radio. Ah oui, bien sûr. Okay. Là, ça peut être le gros pactole. Ouais. Okay. Les droits d'auteur, les droits de composition ou de texte, tu vois, ça, c'est un truc qui rémunère. Ou une synchro de pub aussi, ça c'est intéressant. Okay. Une musique de publicité, placer sa musique dans un film, voilà, si le truc cartonne, ça peut rapporter de l'argent. Est-ce que toi, tu as des droits d'auteur, tu touches des droits d'auteur? Oui. Ok. Ouais, moi je touche des droits d'auteur, mais évidemment, alors c'est rigolo, mais tu vois, par exemple, je touche des droits d'auteur, mais par erreur. Tu vois, ça a été, on m'a demandé de composer un truc rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, en attendant qu'un vrai compositeur, on me l'a présenté comme ça, hein, alors qu'à l'époque j'étais déjà compositrice, je composais un vrai compositeur, prenne le relais. Il se trouve que j'ai composé le truc, ça a été accepté et ça a été un franc succès parce que ça a été voilà, une chanson qui est passée à la radio et qui a signé le retour d'un grand artiste. Ouais. Mais à la base... J'étais la petite main qui devait faire le boulot en attendant que le vrai compositeur... Le vrai compositeur ou un vrai... Ou ça aurait pu être une vraie compositrice, peu importe. Quelqu'un avec plus d'expérience. J'aime pas faire d'amalgame, mais là, à ce moment-là, j'ai senti qu'effectivement, mon sexe était une... Et puis aussi peut-être mon manque de référencement. Ouais, bien sûr. Parce qu'il se trouve que j'avais pas vraiment composé de trucs bankable jusque-là. Sauf que pour faire un premier truc bankable, t'as pas fait un truc bankable avant, il faut bien... Voilà, donc je pense effectivement que la personne s'est dit, elle a pas composé de gros trucs encore. C'était quand même une super aubaine pour toi, là, à cet instant-là. Bah ouais. Oh. Ouais, c'était énorme. Et ça a marché. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, j'ai eu des droits, j'ai eu quelques droits d'auteur avec ça parce qu'il y a eu beaucoup de ventes de disques, que la chanson a été jouée en tournée, c'est passé en radio, etc. Donc là, ça a été... Ok. C'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, droit d'auteur, c'est comme ça que tu peux encore gagner un peu d'argent en faisant de la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un truc que tu auras envie de développer? Ouais, ça m'intéresse. Ouais, j'aime bien. Mais globalement, je me suis rendu compte que je visais pas le pactole. Il y a des gens qui font de la musique pour gagner du pognon. C'est pas mon calcul, les gars. Ou les meufs. mais il y en a qui cherchent vraiment à faire de l'argent, quoi, à gagner de l'argent, qui s'orientent vraiment vers les trucs qui gagnent de l'argent. Moi, je me suis rendu compte que... et c'est ça maintenant qui drive aussi mon organisation de vie, mais ça vient aussi avec un certain âge, c'est que... Où se situe l'ambition? Mon ambition, elle est aussi vachement dans le fait de ne pas être coupée du monde. Donc, d'avoir une vraie vie sociale, de ne pas d'être assez sédentaire malgré tout, quoi. Je veux pas être coupée des gens, je veux pas être coupée des miens, je veux pas être coupée de mon gosse, je veux pas être coupée de mon mec, je veux pas être coupée de mes amis. Et donc, ça veut dire réfléchir à ce que je veux faire, quoi. Parce que je peux pas être en tournée tout le temps si je veux pas être coupée tout le temps. Donc,
Je me suis un peu perdue là, non? Non, je te laisse. Je sais plus quelle était la question au départ que tu me demandais. Moi, je rebondis sur un truc que j'avais depuis tout à l'heure, j'ai envie de te poser. Demain, là, t'as aucune contrainte. Tu imagines baguette magique ou pas. Demain, t'as pas de contrainte et tu peux réaliser un ou plusieurs. C'est pas rêve, mais sans contrainte, c'est quoi? Ce serait quoi ton quotidien? Ton quotidien, ton mois? Alors, qu'est-ce que c'est une contrainte? Parce que c'est vrai que le mot, du coup, Contrainte, m'interpelle. par exemple, aujourd'hui, la contrainte financière, les finances est une contrainte pour beaucoup de personnes. J'aimerais partir à 4 mois en voyage, ouais, sauf que j'ai un boulot, du coup, je peux pas partir 4 mois. Ouais. Dans ton cas, enfin non, en fait, je sais pas à moi de te le dire, mais est-ce que tu as des contraintes dans ta vie aujourd'hui? Tu disais que la thune n'était pas pas ton mobile, mais ton moteur. Est-ce que demain, plus d'argent, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu t'éclates plus? Est-ce que c'est plutôt j'écris pour un tel et un tel parce que du coup j'ai déjà les contacts et que je le fais? Qu'est-ce qui demain, sans voilà, s'il y avait aucune difficulté, cite-moi à peu près 2 ou 3 choses dans lesquelles tu prendrais vraiment ton pied. Et ça peut être au niveau sociétal, tu vois, ça peut être Oui, te d'accord, ça y concernant. est, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être te concernant, ou ça peut être concernant la société ou ton quartier. Est-ce qu'il y a un truc ou deux où tu prendrais vraiment ton pied à voir ou à vivre? Alors déjà, je vais te raconter un peu comment s'organise mon quotidien, parce que c'est soit des jours où je travaille, c'est-à-dire des jours où j'ai un concert, soit des jours où j'ai pas de travail. Les jours où j'ai pas de travail, Pôle emploi me rémunère. Pas beaucoup, une 40aine d'euros par jour. Ces 40 euros sont justifiés par le fait que quand je travaille mon piano, je n'ai pas de salaire. Quand je cherche des concerts, je n'ai pas de salaire. Quand je prépare mes cours, je ne suis pas payée. Quand j'écris, quand je compose pour des gens, je ne suis pas payée. Tu vois, voilà, c'est ça. Je suis une vraie intermittente du spectacle, c'est-à-dire que je me sers de mes acédiques pour prospecter, travailler mon instrument, nourrir mon art et nourrir ma carrière. Contrairement aux gens qui bossent tous les jours au bureau, qui bossent à la télévision notamment, ou des choses comme ça, et qui ont un salaire, enfin qui ont un statut, qui sont employés par une boîte et qui sont intermittents du spectacle. Là, c'était pour dire, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit. Bon, du coup, en gros, je pense que tu parles d'une journée comme ça où j'ai pas de concert, où j'ai rien. Comment je transforme le truc, comment je m'épanouis? Est-ce que c'était un peu ta question, parce que j'ai peur d'avoir mal compris la question. En gros, est-ce que, je sais pas, ce que tu considères comme des contraintes, parce que tu as l'air vraiment de kiffer quand même c'est ça ta vie. La question, la contrainte aussi. Est-ce que tu, demain, je sais pas moi, est-ce que donner tes cours, tu dirais, bon, bah, si je pouvais en donner un peu moins, ça m'arrangerait. Par contre, j'adorerais écrire plus, mais comme je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les bons contacts aujourd'hui. Qu'est-ce qui te manque? Alors voilà, ce qui me manque, ça y est, ça y est, là, c'est arrivé à mon cerveau. Je vais te dire que ça a pris un petit tram. Il nous a fallu 4 questions. Ouais. Et puis que là, ça y est, ding dong. Bonjour, je voulais vous dire que j'ai compris la question, je suis prête à y répondre. Alors, oui, ce qui me manque concrètement et profondément, c'est un engagement auprès de gens qui en auraient besoin. Voilà. Et je ne sais pas encore où me tourner. J'ai essayé je n'ai pas encore... Explique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je voudrais m'engager bénévolement dans une association. Et je ne sais pas encore, j'ai pas encore maturé la question, je pense tout simplement. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de donner de la soupe populaire plus jeune. J'ai trouvé ça trop difficile. J'ai trouvé ça trop violent. Pour moi, ça a été trop compliqué. Je n'ai pas réitéré. Je l'ai fait 3 fois. Je ne suis pas retournée. J'ai voulu... je me suis inscrite dans une cantine solidaire à côté de chez moi, où le principe est simple. Le repas est à 3 €. Ou si tu n'as rien, voilà, c'est pour les gens qui en ont besoin.
Mais je me suis rendu compte que le voisin d'en face venait bouffer. Et moi, je veux vraiment aider des gens qui en ont besoin. Et je m'y suis pas retrouvée dans... Voilà, dans les teneurs de l'assaut. Je cherche quelque chose qui ait du sens. Je pense que ce sera autour de la femme, parce que je commence à avoir un engagement et une obsession autour de ça. Ouais. Et donc... il y a quelque chose qui commence à se dessiner. J'ai envie de faire de la musique avec des femmes en détresse, quoi. Tout simplement. Enfin, c'est en train de se dessiner. Oui, c'est en train de m'apparaître évident. Et depuis que je suis maman, si je pouvais, en plus de ça, aider des jeunes mamans isolées, en faisant, par exemple, un atelier d'éveil musical, des choses comme ça, ou une chorale, ou des choses... Enfin, voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et j'aimerais bien m'investir... pour des femmes qui en ont besoin et envie. Voilà. Hop. En faisant de la musique, je pense. Parce que, en fait, faut pas aller chercher midi à 14h. Quoi. Ouais. Je fais de la musique. Et puis parce que tu prends plaisir. Ça me fait kiffer, j'aime transmettre. J'ai une conscience sociale. Je m'intéresse à plein de combats, à plein de choses. Voilà, je vais faire de la musique avec des gens qui ont envie de faire de la musique. Basta. En fait, faut pas chercher plus loin. Je prends l'exemple des danseuses étoiles et des danseuses tout court d'ailleurs de l'Opéra de Paris. Elles prennent leur retraite à entre 40 et 42 ans. On considère que voilà, leur corps a quand même beaucoup donné pendant des années, que c'est aussi le prix de l'excellence. Donc à 42 ans, à 40-42 ans, en fait, elles prennent leur retraite. Donc elles ne montent plus sur scène, en tout cas pour l'Opéra de Paris. Elles deviennent elles deviennent chorégraphes, elles peuvent danser pour des galas. À quel âge, et y a-t-il un âge en fait? Alors, je pense surtout à la tournée, parce que quand tu donnes des cours finalement, tu peux en donner tout le temps. Est-ce qu'il y a un âge, même quand tu es chanteuse, quand tu es musicienne, et surtout que tu fais de la scène, est-ce qu'il y a un âge en fait? Il y a une retraite? Comment ça se passe? Alors, en gros, pour être beaucoup moins politiquement correcte, en gros, jusqu'à quel âge on considère que tu es sympa à regarder ou à écouter, sachant que tu vois, Patti Smith, elle est... Ah non, mais si tu vas chercher du côté de l'Angleterre, on largue tout, Laura. On se casse, on va vivre en Angleterre. Ouais, okay. Restons en France. Ouais. Parce qu'on est en France, en fait. Et c'est vrai qu'en Angleterre, tu vas beaucoup plus... Vachement plus tu vas voir, tu vas voir des vieilles meufs sur scène, en fait, parce que tout le monde s'en fout et qu'on est... Enfin là, les choses sont déplacées... Le look est plus important peut-être que la ride, par exemple. Et ça, c'est vachement décomplexant, c'est hyper agréable. Globalement, c'est bon. Donc, ne nous rendons pas malades, parlons de notre pays et puis de ce côté très latin aussi qui fait que voilà, qui est donc, du coup de la séduction, quoi. Qui fait qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'entendais une maquilleuse sur un spectacle sur lequel je travaille se plaindre d'une voix tout à fait enfantine, qu'on n'a pas de chance, nous les filles, à 55 ans, on ressemble à rien, et que vous êtes beaux encore. Et là, vraiment, j'ai failli lui éclater la gueule, quoi. Vraiment, excuse-moi du truc, mais j'ai dit, voilà, il est là le problème. Mais tu as envie d'avoir une relation intime avec un mec de 55 ans, toi, réellement? Mais non! Tu vois, enfin, pas plus ou pas moins qu'avec une nana de 55 ans, si c'est pour les mêmes critères. Je veux dire, un corps d'un mec de 55 ans, c'est relou, quoi. si le corps d'une nana de 55 ans, c'est relou, si c'est comme ça que tu vois les choses. Bien sûr. Mais si le corps d'un mec de 55 ans, il est beau, le corps d'une femme de 55 ans est très beau aussi, tu vois, en fait. Pourquoi? Et du coup, remets-moi sur les rails, Laura, parce que je suis encore partie, s'il te plaît. Je vous assure que nous n'avons absolument rien fumé. Mais non, rien du tout. Non, je te posais la question... merde, du fil, toi aussi. Non, reprenons ce fil. Retirons-le. Attends. Parce qu'à chaque fois, je digresse vers les mêmes sujets, en plus. Je te disais à quel âge la retraite... Oui, c'est hyper intéressant. Ta question était hyper... Parce que c'était pas possible. Alors, à quel âge la retraite? Quand tu fais du chant lyrique, par exemple, les chanteuses d'opéra se bonifient avec le temps. La voix se bonifie avec le temps, la voix prend parfois plus de valeur avec le temps. L'expérience vocale fait que tu as beaucoup de chanteuses d'opéra qui ont 45, 55 ans.
voilà, qui ont une place. Euh, la chanteuse de variété, ça va être un peu plus compliqué physiquement. La musicienne aussi. Globalement, dès que tu es dans les musiques actuelles, ouais, c'est pas mal de pas dépasser 40 ans. Mais attention, t'as 40, mais t'en fais 32 si possible. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis pareil, essayer de pas être trop... Voilà, de rentrer dans du 38, 40 max, tu vas de quand même assez... voilà. Alors qu'un mec peut tout à fait avoir 50 ans et poser sa basse allègrement sur son gros ventre. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Non mais attends, mais ça fait vachement bien, quoi, sur scène. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en fait, je pense que c'est pas égal, en fait, en fonction de si tu es musicienne de musique actuelle, si tu es chanteuse d'opéra, tu vois, ça va vachement varier en fonction de ce que tu fais, des corps de métier et tout ça. Est-ce que il y a une lecture, est-ce qu'il y a une musique actuelle que tu pourrais nous conseiller? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, dans un bouquin récemment qui t'aurait marqué, ou est-ce qu'il y a une musique, je sais pas, en ce moment que tu adores écouter? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Alors, je vais vous conseiller 2 trucs. Musicalement, il y a un chanteur qui s'appelle Tamino. Tu le connais? Non. Tamino, c'est un jeune... Je mettrai les liens à la fin du podcast. Ah ouais. Si tu Tamino, ok. Tu peux faire écouter un extrait, ce serait tellement beau. La chanson Habibi, magnifique. Donc c'est un chanteur, il est gréco-belge. Ok. Et c'est bouleversant, quoi. Enfin, c'est le truc que t'écoutes une nuit parce que tu finis insomnie et puis ça t'obsède et puis une semaine plus tard t'as tous les disques et puis tu cherches partout, t'es prêt à prendre un aller-retour à Rome pour aller le voir en concert. C'est bouleversant, c'est magnifique, quoi. Ok. Ok, et Tamino. Puis, ouais, Tamino. Et en termes de lecture, je lis un livre qui est juste génial. Je vais le chercher. Je vais te lire le 4e de couverture. Alors. Ah oui, bah je l'ai. Donc c'est un livre féministe parce que c'est vraiment ma nouvelle passion, mais comme beaucoup de personnes. Enfin, vraiment, je pense que là on vit un truc pas très original. C'est un livre, donc moi j'essaye de... Je trouve que c'est quand même assez fou ce qui se passe. Ça me bouscule pas mal, moi, personnellement. Et je trouve beaucoup d'apaisement et en ouvrant vraiment sur les nouvelles masculinités et aussi la critique aussi de la soumission des femmes. Voilà, que c'est pas parce que, tu vois. Donc, du coup, je trouve beaucoup d'apaisement à lire ce genre de livre, surtout écrit par un homme. Ouais. Donc, c'est Yvan Jablonka, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. Je vais lire le 4e de couverture pour donner envie aux gens de l'acheter, parce qu'il faut vraiment l'acheter, il est trop bien. Comment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes? En matière d'égalité entre les sexes, qu'est-ce qu'un mec bien? Il est urgent aujourd'hui de définir une morale du masculin pour toutes les sphères sociales, famille, entreprise, religion, politique, ville, sexualité, langage, parce que la justice de genre est l'une des conditions de la démocratie. Nous avons besoin d'inventer de nouvelles masculinités, des hommes égalitaires, en rupture avec le patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir, juste des hommes, mais des hommes justes. Ouais, je l'ai. Et il est très fort. Voilà. Je vous le conseille aussi. Et puis c'est accessible. Moi, au début, je me suis lancée dans Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, et puis après, j'ai été me reprendre des frites parce que c'est difficile, quoi. Enfin, autant j'essaye de m'ouvrir, autant je trouve que vraiment le deuxième sexe est un peu compliqué à avaler. Et je sais pas si tu l'as lu. Non, est-ce que je l'ai dans la bibliothèque à vérifier? Ouais, c'est ma mère, elle est vraiment sympa, me l'a offert en me disant tiens la féministe là, lis ça, c'est quand même le fondement. Je dis oui, je sais. Donc je l'ai posé, j'y reviendrai. Et là du coup je lis ce livre de Yvan Jablonka qui est vraiment super inspirant et qui est
vraiment super bien écrit. Et je lis aussi Tu seras un homme féministe, mon fils, pour comment éduquer un petit garçon à être libre et heureux dans un monde patriarcal. Ah, super. Et c'est un livre qui est écrit par Aurélia Blanc, et qui est un super bouquin voilà, qui aide à combattre ça et à élever un petit garçon en 2020 quand on est une féministe. Ouais, et en respect avec les hommes et les femmes finalement. Moi, je suis assez contre, je te le disais tout à l'heure un petit peu en aparté, je suis féministe moi-même, mais je suis assez contre l'idée et certains mouvements de femmes qui veulent prendre leur revanche sur ce système patriarcal. En fait, je crois qu'à un moment donné, le système actuel a montré ses limites. Et en fait, tant qu'on restera dans cette logique de revanche, tout ça, c'est lié un petit peu à l'ego. On veut prendre sa revanche. En fait, il n'y a rien d'apaisé dans tout ça. Moi, je pense que je suis au fond de mon cœur, je pense que je suis une féministe qui a envie de vivre aussi en harmonie. Et je crois qu'en fait, l'harmonie... on peut être féministe et sans vouloir tout le temps taper sur la gueule des mecs. Il y a des super belles personnes qui existent et qui sont des hommes, faut pas oublier. Ça sert à rien de leur taper tout le temps dessus. Et puis il y a plein d'hommes qui sont victimes du patriarcat. Ouais, complètement. En fait. Et on oublie. Et je crois que c'est aussi la femme est en pleine reconnexion à elle-même. Surtout moi, depuis que je suis rentrée de voyage, alors je l'ai vécu avec mon voyage, cette reconnexion. Je le vis encore plus depuis que je suis rentrée. Mais je crois qu'on peut se reconnecter à soi en tant que femme. Moi, je suis une amoureuse des femmes. Je suis hyper fière d'être une nana, mais je crois que... Et j'ai envie d'évoluer dans un monde où il n'y a pas de revanche en fait, à prendre. On peut changer un système sans vouloir la guerre. Et je crois qu'il y a suffisamment de merde partout pour prendre cette revanche. Et je suis assez contre certains mouvements là, qui sont assez revanchards. C'est vrai que c'est agressif. Ça me dérange un peu. Et puis peut-être que tu es comme moi aussi, et que tu as vraiment envie que le monde change et que tu sais qu'il ne changera pas sans les hommes, en fait. On va pas leur couper la tête. Complètement. Tu vois, on va pas leur couper la tête et... Je crois sincèrement que... Et je le dis pas... Alors, j'espère que je ne le dis pas parce que je suis une femme. Je crois sincèrement que la femme a une vraie place à prendre. Et je le dis pas en termes de revanche. En tout cas, peut-être aussi pour montrer le chemin. Je crois que les mamans ont un grand rôle dans tout ça. Et je crois que voilà, encore une fois, c'est pas parce que les femmes peuvent montrer ou ouvrir un chemin, elles ne peuvent pas le faire sans les hommes. Donc voilà, je te rejoins complètement sur cette forme de féminisme. Et c'est intéressant, je te coupe parce que je note un truc. Moi, j'ai pas l'habitude de fréquenter des nanas qui ont eu une expérience assez longue, assez conséquente dans un milieu quand même à dominance masculine. Et je trouve ça étonnant. T'es pas la seule. Hier, la nana, la chanteuse que je suis allée voir tenait à peu près le même discours. Le micro est en train de tomber en même temps. Je penche la tête du coup en même temps pour essayer de le suivre. Ce qui est étonnant, c'est que je trouve que les discours les plus agressifs, les plus excessifs et les plus radicaux en termes de féminisme sont de la part de femmes qui travaillent entre femmes, beaucoup. Toi aussi, ton micro, il tombe. Et oui, tout se casse la gueule. Non, voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant, finalement, pourquoi est-ce que nous qui avons du coup essuyé des trucs compliqués parce qu'on était entourés d'hommes, interventionnistes, etc. Toi, dans le milieu du vin, ça a dû être un délire. J'ose même pas imaginer. Moi, dans le milieu de la musique, on me demande toujours si domineur, c'est OK. C'est très compliqué parce que depuis que j'ai 4 ans, domineur, c'est OK. Donc, au bout de 30 ans, tu as envie de lui dire. Et voilà. Et pourtant, on a une... J'ai l'impression qu'on a une vision... comment dire, douce, enfin tu vois, pas douce mais coopératrice des choses, quoi. Complètement. Du vivre ensemble, alors que tu vois, moi ça me c'est bien aussi la preuve qu'il y a une forme
on s'est bien rendu compte aussi, je pense, de la victime, enfin, que les hommes sont victimes aussi d'un système et que voilà, c'est aussi rentrer dans un moule avec lequel ils sont pas forcément OK eux non plus, quoi. Vraiment. Ouais, la liberté, la libération de la parole, ce serait, c'est cool. Bah ouais. Je vois l'heure tourner et je sais que tu donnes un cours juste après. J'ai une dernière question à te poser. Dans 10 ans, dans 15 ans, quand ton fils sera en âge, je l'espère, d'écouter ce podcast, il sera très probablement très fier de sa maman et très fier d'écouter aussi l'artiste, le parcours que tu as en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire le jour où il écoutera ce podcast? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire dans 10 ou 15 ans? Alors déjà, je vais lui dire d'enlever ce doigt de ce nez, parce que je le vois là. Je le vois très bien qu'il est en train de se mettre le doigt dans le nez. Donc tu enlèves ça, Elvis, tout de suite. As-tu fait ton piano? Parce qu'évidemment, je vais reproduire le même truc. Le mec va faire 1 heure de piano, donc il aura 12 ans. Donc déjà, moi, la question, c'est... Donc déjà, enlève ton doigt de ton nez. As-tu fait ton piano? Non, quelque chose que j'ai envie de dire à Elvis quand il aura 10 ans, 15 ans, c'est sois libre. Enfin, j'ai envie de chialer. Et il le sera. J'espère pour lui, quoi. Comment dire, sois qui tu dois être. Mais 10-15 ans, c'est compliqué parce que c'est un âge où tu es encore super vulnérable. Mais en gros, sois qui tu dois être et puis on va se démerder pour que ça se passe bien, quoi. Et respectueux, amoureux des femmes, respectueux des femmes. Oui, c'est ça. Mais amoureux, respectueux des femmes, encore une fois, je pense qu'il y a plein de mecs amoureux, respectueux des femmes. Il y a aussi plein de femmes qui ne se connaissent pas. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et c'est la preuve qu'il faut arrêter d'opposer les garçons qui seraient des bourreaux, les femmes qui seraient des victimes. Il faut parler d'éducation, il faut parler du fait que le clitoris, ça fait que 3 ans qu'il est dans les manuels scolaires. Il est dans le fait que moi, je parle à des tas de nanas qui ont plus de 30 ans, qui n'ont jamais eu un orgasme de leur vie et qui baissent quotidiennement avec un mec qui, s'ils apprenaient que ça fait 10 ans qu'ils donnent pas d'orgasme avec leur nana, ils en chialeraient, les mecs. Ouais. Donc pour moi, la gangrène, elle est là, en fait. Apprenons qui on est, vivons ensemble, et puis voilà, un peu de le yin et le yang, quoi. Un peu plus de yin et yang. Parce que c'est vrai que des fois, on parle trop de féminin, masculin. Parlons de yin et yang un peu aussi. Beaucoup plus d'harmonie. Ouais, plus d'harmonie, carrément. Est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de partager avec les auditeurs juste avant de partir donner un cours? Est-ce que j'ai envie de partager quelque chose avec les autres? Mais tellement de trucs au final. Déjà... je vais vous conseiller d'écouter donc la merveilleuse chanteuse que j'ai été écouter hier soir, qui fait des textes sublimes, de la poésie, qui s'appelle Achille, A-C-H-I-2-L-E. Ouais, je mettrai le lien. Et Achille, voilà, qui est auteur-compositeur et puis qui a accompagné Camélia Jordana, Nosfell. Et voilà, qui est une artiste incroyable, qui fait de la très belle musique. Et dans un tout autre style... n'hésitez pas à regarder le documentaire Le Fire Festival sur Netflix, qui est une histoire complètement démente du plus gros festival du monde, qui s'est révélé être la plus grosse arnaque du monde et qui est juste un documentaire plein de suspense qui est complètement fou sur un festival de musique. Voilà, c'est démentiel et on n'est pas obligé d'être dans la musique pour kiffer ce truc. Tu es tenu en haleine par un mec qui a eu l'audace de monter un festival sur une île paradisiaque avec Émilie Ratajkowski. Ça, c'est le petit teaser. Et finalement, ça s'est avéré être la plus grosse arnaque du siècle et c'est un fiasco total et c'est un délire total à regarder, ce documentaire. Voilà, c'est ça que je vous dis. Regardez ça et écoutez Achille. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ?
Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante @a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!